C'est Charlie Hebdo qui a dit ça. C'est pas ce que je dis, je suis musulman, ça va être compliqué. Bon. Mais Charlie Hebdo avait fait ça. Bon, moi, j'ai donné ma position sur les caricatures du prophète. Votre pipi caca n'a aucun impact sur moi. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne très claire. Je dis, Magritte a fait une toile qui s'appelle « La trahison des images », où il montre une pipe et il dit « Ceci n'est pas une pipe ». Parce que je peux pas fumer la toile, hein. Je peux pas aller au musée Magritte, prendre la toile, mettre du tabac dedans et la fumer. Donc oui, c'est pas une pipe, il a raison, c'est la représentation d'une pipe. Vos caricatures pipi caca de 68 à retardé, je suis pour vivre et laisser vivre. Si ça vous fait bander, honnêtement, vous avez le droit d'avoir ce genre de sexualité perverse. Elle est dans les limites de la loi. Je me sens pas insulté, je suis musulman. Vous avez le droit de bandouiller sur vos délires d'attardé 68 arts, ça ne me gêne pas. Allez-y, continuez. Je me sens pas en tant que musulman touché par ça. Pour moi, le prophète, c'est pas ce que vous représentez. Vous avez beau mettre une étiquette en disant c'est le prophète lui-même, il s'en fout. Faut être très clair. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et moi, en tant que musulman, je m'en fous parce que ce que vous représentez, c'est pas le prophète. De la même façon que quand Magritte peint une pipe, c'est pas une vraie pipe. Quand vous faites votre représentation du prophète, vous représentez les espèces de dégueulasseries qu'il y a dans les méandres de vos circonvolutions et qui sont concrètement des flatulences cérébrales. Ça ne me concerne pas. Je veux dire, bon, vous pouvez faire passer un prout pour mon prophète, mais c'est votre problème, ça ne me concerne pas. Donc bon, et pour revenir à Codreno et Papacito, ils font ça, mais immédiatement, mon Dieu, l'appel à la violence de l'extrême droite. C'était horrible, on saisissait le parquet. Ah bon? Ah bah là, sur Blue Sky, c'est en meute. Il faut les tuer. Oh, ça sera masterclass quand ils seront morts. Oh, ça serait génial de leur viser la carotide. Ça serait génial de leur viser la jugulaire. C'est des appels au meurtre en permanence. Aucun problème. Alain Soral, on se souvient, a été condamné aussi pour avoir... pour des incitations à la violence, absolument. Alors lui, c'est des trucs encore plus délirants. Même Musk s'en est offusqué. Parce que lui, il a été condamné en Suisse pour avoir décrit une personne en Suisse comme étant une grosse lesbienne. Alors que, renseignement pris, moi j'ai voulu regarder en tant que journaliste, est-ce que la personne était en surpoids? La réponse est oui. Est-ce qu'elle n'était pas hétérosexuelle? Est-ce qu'elle était homosexuelle féminine? Oui. Bon. À partir de là, à quel moment dire la vérité devient une insulte? Bon. Mais, alors est-ce que c'était le ton? Mais on n'a pas le droit de condamner quelqu'un. Ou Dieudonné qui a empêché de jouer ses spectacles avant même de les avoir joués. Alors lui, c'est pareil, c'est du délire complet. Il y a des arrêtés préfectoraux, etc. Alors que, tu vois, même André Berkoff, il est d'origine juive. Je veux dire, ça saute aux yeux. Berkovitz, enfin, faut être un peu débile pour pas comprendre qu'il a des origines ashkénazes, même s'il parle évidemment un arabe impeccable que je ne parle pas, ayant grandi au Liban. Et il a reçu Dieudonné. D'ailleurs, il a fait 1 million de vues, je crois. André Berkoff reçoit Dieudonné avec respect. Il le traite pas. Oh, c'est horrible. Là, je vais me laver les mains après vous avoir. Non, il le reçoit. Écoutez, je suis pas d'accord avec vous. Mais bon, on est quand même en 2025. Et ça pose vraiment d'ailleurs, on s'était croisés aux dernières assises de la souveraineté à Arras, organisées par Florian Philippot et les Patriotes. Cette déflagration, parce qu'il y a vraiment une déflagration, a rejailli sur la France et sur le débat autour de la liberté d'expression. Oui. Parce que là, c'est vrai que, bon, aux États-Unis, tout le monde invoque ce premier amendement, ou le deuxième. C'est le premier amendement, le second, c'est les armes, et on dit que le second défend le premier. Donc, le premier amendement, vraiment les pères fondateurs des États-Unis, c'est la liberté d'expression, qui est issue en fait des premiers puritains, tu sais, qui au départ voulaient la liberté de culte. La liberté d'expression, mais alors il y a un petit débat, parce que justement sur ce qu'elle est, même, tu sais, il y a eu des gens qui ont été licenciés pour avoir, mais là aussi le narratif a été complètement dévoyé en France. Ils peuvent tomber sous le coup de... C'est pas de la critique, c'est parce qu'ils ont fait de l'apologie, ils sont réjouis du meurtre, et ils ont appelé à en commettre d'autres. Et en effet, là, la presse, une certaine presse française a été déplorable, parce qu'elle a dit, pour avoir critiqué Charlie Kirk, qu'ils ont été virés. Non, c'est faux. C'est faux, c'est du spin doctoring, c'est tourné, c'est du mensonge par omission, incroyable. C'est du mensonge par demi-vérité. Non, ils n'ont pas critiqué, ils ont appelé au meurtre de Charlie Kirk. Et cette même presse, qui va t'écrire que justement quand Papacito et Codreno tirent sur des cibles, ils font un appel au meurtre, ce que le parquet a considéré nul et non avenu, eh bien là c'est de l'appel au meurtre. Par contre, quand tu as des gens qui écrivent explicitement « il faut tuer machin, pas sa représentation, pas son image, pas un mannequin avec de la paille, il faut tuer bidule », ben là, c'est pas de l'appel au meurtre, c'est de la critique et c'est du premier amendement. L'appel au meurtre n'est pas couvert par le premier amendement aux États-Unis, il faut être très clair. Mais l'incitation à la haine, elle existe aux États-Unis. Hein. La haine raciale, elle existe aux États-Unis. Les hate crimes existent aux États-Unis. Si tu décides d'utiliser le N-word de façon répétée dans un café à l'encontre d'un noir, c'est un hate crime. C'est un hate crime, tu vas tomber sous le coup de la loi, tu risques 5 ans de prison. Donc il y a des lois, ça y est, il n'y a pas
à se demander si les lois sont floues aux États-Unis. Elles ne le sont pas, elles sont très claires. C'est pas couvert par le premier amendement d'utiliser le N-word contre un noir aux États-Unis. Ça ne l'est pas. Même encore pire à la télé, bien sûr, ou dans des conditions aggravantes. Donc non, la loi est très claire. C'est juste que pour l'instant, il y a des abus, il y a des gens qui peuvent se permettre d'inciter au meurtre, tout comme d'ailleurs, quand Hillary Clinton avait contesté les élections, ça n'avait pas réussi. Hillary Clinton a contesté les élections de façon répétée. Elle a dit « Ah ben non, je suis pas d'accord des élections locales, je suis pas d'accord avec le résultat ». À aucun moment on a dit qu'elle appelait à la sédition. Par contre, quand des partisans de Donald Trump, comme Steve Bannon, avec lequel il a pris ses distances d'ailleurs, Qui a fait de la prison d'ailleurs. Qui a fait de la prison, et ben quand eux, mais encore une fois, Trump a pris ses distances vis-à-vis de Bannon, ses distances définitives. Eh bien, quand eux ont contesté les élections, et il y avait des raisons de les contester, ça aussi ça avait été appelé complotiste, et aujourd'hui on a tout un tas de preuves qui démontrent par A plus B qu'il y a eu des interférences électorales, à commencer par le fait que l'affaire du portable de Hunter Biden n'a pas pu être publiée pendant les élections, donc en contravention de la démocratie accessoirement, à cause du FBI. C'est comme si la gendarmerie disait « Attendez, on a un dossier sur un candidat, on va pas le sortir parce qu'on veut que ce candidat gagne ». Bon, au passage, c'est littéralement l'affaire Cohen-Legrand. Hein. Ces gens-là ne sont pas gendarmes, mais c'est ce qu'ils ont dit. Hein. On va utiliser les moyens publics pour empêcher quelqu'un d'être élu. Quelqu'un avec qui on a des conflits d'intérêts par ailleurs. Donc, on voit ce deux poids, deux mesures. On l'a vu pour les incitations à la haine, on les a vus pour les incitations à la violence, et ça peut faire péter le pays. Pour répondre à ta question sur le chaos, ça peut faire péter le pays, en effet. Et je suis très content que ça ne l'ait pas fait pour l'instant. Mais certains veulent que le pays pète. Il y a un autre drame dont on n'a pas vraiment parlé en France, c'est le drame de cette Ukrainienne qui a été égorgée. Irina Zalotska. Voilà. Ça aussi, c'est vraiment pour faire... Alors, pour moi, c'est délibéré. C'est-à-dire que délibérément, des ONG, des groupes puissants, qui sont multimillionnaires, parfois milliardaires, comme Soros, veulent délibérément exposer la classe moyenne américaine à des criminels. Et ça, c'est quelque chose qui est culturellement inculqué, pour pas dire contaminé, inoculé. C'est un inoculat culturel qu'on impose à tout l'Occident. Alors qu'elle représente tout ce que, normalement, les États-Unis sont censés défendre. Oui. Une Ukrainienne réfugiée, 23 ans, pleine d'avenir, qui était... Absolument, elle prenait le métro parce qu'elle était en train de passer son permis de conduire, elle était débrouillarde, etc. Et elle a été assassinée pendant qu'elle envoyait un message à son petit copain. C'est vraiment horrible, elle était en train d'envoyer un message à son petit copain pour lui dire « T'inquiète pas, dès que je suis rentré, je t'écris ». Et comme ça, gratuitement, elle est égorgée. Et on a une certaine presse américaine qui titre, CNN pour ne pas la nommer, donc le groupe Warner, qui décide de titrer, alors que les faits, c'est un égorgement gratuit par un schizophrène complètement déglingué, dont le cerveau a été déglingué par les ONG qui disent « tous les blancs sont racistes ». Donc tu as des ONG aux États-Unis qui disent « tous les blancs sont racistes ». Donc tu es responsable, alors moi je sais pas de quoi je suis responsable, Abelkan ça veut dire le noir, j'ai littéralement des ancêtres noirs, mais j'ai aussi des ancêtres blancs, de vieilles familles françaises qui remontent aux croisades. Ce qui me fait toujours marrer d'ailleurs quand il y a des gens qui disent qu'ils veulent me rémigrer, tu vois. T'as des mecs qui disent alors que t'es une partie de ta famille bien plus... Exactement, j'ai un mec qui m'a sorti sur X, mais eux ils me font marrer parce que la bêtise me fait plus rire qu'autre chose. Il y a un mec sur X qui m'a sorti « Toi tu es un Abdallah de Bourgogne », ce qui me fait rire parce que c'est une référence aux inconnus, c'est Chevalier de Pardaillec. C'est Didier Bourdon et Pascal Légitimus, qui est un ami par ailleurs, et que je salue, dont le talent est immense. Et Légitimus, moins Bourdon, et qui joue Abdallah de Bourgogne, justement. Et donc, voilà, il y a un mec sur X qui allait m'écrire « Toi, t'es un Abdallah de Bourgogne, donc il faudra te remigrer. » Ah bon? Le problème, c'est que je descends en droite ligne de la famille Crégu qui remonte aux croisades. Alors, tu vas faire quoi? Si ça se trouve, toi, t'es en France depuis 5 générations à peine. Moi, je suis, comme dirait Blier dans le CAF sur Bif, rien que du micheton garanti croisade. Tu vois, même si avec ma tête, ça saute pas aux yeux. Donc, on revient au fait que ce clivage racial, de monter les blancs contre les noirs, de les raciser contre les racisés, moi, je me mets où? Je me mets où là-dedans? Je m'appelle Idriss Aberkan, donc je suis racisé. En même temps, j'ai une branche de ma famille qui remonte aux croisades. En même temps, j'ai un bout italien. Et il se trouve que Aberkan, en fait, ça veut dire le noir, mais c'est pas une blague, parce que dans mes ancêtres kabyles, il y avait des échanges avec les subsahariens. Donc si tu remontes à mes arrière-grands-parents, il y avait des noirs. C'est bien que ce soit toi qui en plus reconnaisse que, donc de facto, ça existe un racisme anti-blanc. Bah là, c'est ce qui s'est passé avec Irina Zalotska, c'est-à-dire, il faut dire les choses clairement. Dès lors qu'on dit à quelqu'un sale, 3 petits points, il y a un racisme contre et que les 3 petits points sont une race, bien sûr, une ethnie. Les races n'existent pas, puisque c'est ethnie le terme scientifique, et que, on est interféconde. C'est la définition d'une espèce en biologie, c'est l'interfécondité avec une descendance féconde. Hein. Un cheval et un mulet,
c'est pas la même espèce parce qu'ils sont interféconds. Enfin, un cheval, pardon, et un âne, ils sont interféconds, il peut avoir un mulet, mais le mulet n'est pas fécond. Donc, un lion et un tigre, c'est pas la même espèce. Il peut avoir une descendance, ça s'appelle un ligre en français ou un liger, mais le ligre n'est pas fécond. Ça s'arrête. Donc, la définition en biologie d'une espèce, c'est interfécondité et descendance féconde. Et bah, en l'occurrence, si j'épouse une pygmée et qu'on a des enfants, voilà, modulo des risques génétiques qui ne sont, voilà, on aura une descendance féconde. Si j'épouse la nièce de la montagne dans Game of Thrones là, qui vient de deadlifter 551 kilos, et voilà, même s'il me faudra un escabeau pour consommer mon mariage, a priori, on aura une descendance féconde. Donc, de ce point de vue-là, la biologie est formelle. Même si, évidemment, il y a des traits physiques, par exemple, il est de notoriété publique que la plupart des peuples asiatiques ont plus de collagène, ce qui explique qu'ils aient l'air jeunes plus longtemps, parce que pour résister au froid, aux tempêtes, dans les écosystèmes des steppes, etc., de la Sibérie, il faut plus de collagène. Donc c'est factuel que les peuples d'Asie, toutes choses égales par ailleurs, ont plus de collagène, donc ont souvent l'air jeunes plus longtemps. C'est ce qu'on dit souvent, que les femmes asiatiques, par exemple, ont l'air jeunes plus longtemps parce qu'elles ont une peau plus riche en collagène. Bon, donc il y a évidemment, par exemple aussi, la plupart des Afro-Américains à la boxe ont tendance à moins se couper, à avoir moins de coupures. Tous les entraîneurs de boxe, alors c'est évidemment une statistique, bah voilà, parce qu'en fait, toutes choses égales par ailleurs, les Afro-Américains ont tendance à avoir une peau un peu plus épaisse que la moyenne. Et si en plus on prend la sélection de la boxe, c'est-à-dire c'est pas tous les Afro-Américains du coup, c'est ceux qui finissent boxeurs professionnels, bah oui, ils ont là aussi toutes choses égales par ailleurs moins de chances d'avoir un chaos technique par coupure, ce que tous les entraîneurs de boxe savaient. Donc oui, bien sûr, il y a des diversités entre ethnies, parce que la naissance même d'une ethnie, c'est de s'être adapté à un écosystème donné. Donc soit des écosystèmes où il y a très peu de soleil, où il faut une peau très pâle pour pouvoir fabriquer de la vitamine D, ou au contraire des écosystèmes où il y a énormément de soleil, il faut donc un taux de mélanine très élevé. Et en effet, tous nos ancêtres avaient un taux de mélanine très élevé, parce que tous nos ancêtres sont nés dans une zone où ça tabassait, à savoir l'Afrique. Bon, une fois qu'on est au clair avec ça, dès qu'on dit sale, 3 petits points pour une ethnie, bah oui, tu sais, même Bob Marley a subi un racisme anti-blanc, il le décrit lui-même. Bob Marley était moitié blanc. Donc en Jamaïque, on lui disait sale blanc. Ah oui, des deux côtés. Bah oui, tu vois, t'es coincé. T'es coincé. J'ai un ami et client en Afrique du Sud qui est métis, café au lait, et qui a fini, alors je ne vais pas donner exactement son poste parce que ça permettrait d'identifier, mais qui a fini à des postes très élevés en Afrique du Sud, avec des responsabilités extrêmement élevées. Les Noirs le traitent de sale blanc, enfin pas tous les Noirs bien sûr, mais à Soweto il peut se faire traiter de sale blanc, et évidemment par d'anciens afrikaneurs un peu endurcis, il se fait traiter de sale noir. Donc on va où ? Et c'est intéressant que tu dises ça parce que je ne sais pas si tu te souviens, Idriss, tu m'avais fait le plaisir de venir dans une de mes toutes premières émissions, Les Incorrectibles sur YouTube, et tu m'avais dit quelque chose, je ne sais pas si tu t'en souviens, qui m'avait beaucoup marqué. Tu m'avais dit, parce que je t'avais demandé finalement si tu avais été victime dans ta vie, ce qui pouvait être le cas, de racisme. Et tu m'avais dit un truc qui m'avait beaucoup marqué, tu m'avais dit que les gens qui t'avaient le